La chauve-souris est perçue depuis le Moyen-Âge comme un animal maléfique. C'est un être hybride, un oiseau velu et aux ailes nues, qui surgit de la nuit pour surprendre et harceler les vivants, et qui prête parfois volontiers ses ailes au diable pour ses vols nocturnes vers les assemblées de sabbat. Mais quel diabolique pacte a bien pu passer la ville espagnole de Valence avec Lucifer pour arborer ainsi son animal favori sur ses armoiries? Quelle sombre histoire se cache derrière la chauve-souris, ou Ratpenat, qui timbre les armoiries de la ville aux 1000 tours? Si vous vous posez cette question, je vous invite à prendre avec moi une bouffée d'héraldique. Et c'est un fait de société d'une ampleur considérable que l'apparition des armoiries. Parlons blason, Lambel, Bastogne, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Eh ben celui-là, avec les deux vipères rouges. Ah, celui-là, c'est plus qu'un clan, c'est la Carmélide. La Carmélide? Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans un épisode spécial Halloween du podcast Une bouffée d'héraldique. Ça va nous permettre une petite respiration, une petite entracte dans cette série introductive qui nous occupe depuis le mois de septembre. Et comme d'habitude, vous trouverez la bibliographie ainsi que les illustrations et les musiques utilisées sur les pages Instagram et Facebook, mais aussi une version vidéo de ce podcast sur YouTube. Je vous préviens, la bibliographie sera un peu plus longue. Ça a été vraiment un premier épisode où j'ai dû faire beaucoup de recherches et je vais pouvoir vous montrer un petit peu le travail de chercheurs en héraldique et en histoire en général avec ce podcast. Mais trêve de palabres, je vous propose de commencer tout de suite à répondre à cette question. Mais qu'est-ce donc que cette chauve-souris des armoiries de Valence ? I'm Batman. La légende raconte que, dans la tente du roi Jacques Ier d'Aragon, pendant le siège de Valence en 1238, donc pendant la Reconquista de la péninsule contre les pouvoirs musulmans, il y avait une chauve-souris. Et là, il y a plusieurs versions, ou alors le roi Jacques Ier, Jaime, de son nom catalan ou valencien, donc le roi Jacques Ier aurait pris cette chauve-souris comme un présage de victoire contre les musulmans dont elle est le symbole, car les musulmans, comme la chauve-souris, sont associés à quelque chose de maléfique, de diabolique, à cette époque au Moyen-Âge. Une autre version, beaucoup plus extravagante et drôle, nous raconte que la chauve-souris, donc, pendant la nuit, a réveillé le roi Jacques Ier en battant du tambour avec ses ailes et en balançant des objets partout dans la pièce, partout dans la tente. Ce qui a prévenu Jacques Ier d'une attaque, d'une contre-attaque, une sortie des troupes musulmanes et lui a permis donc de vaincre cette contre-attaque et de prendre plus tard la ville de Valence. Cette légende, elle provient sans doute d'un texte apparemment du XIIIe siècle qui se nomme les Trobes, donc les rencontres de Mossèn Febrer, donc qui est un long poème en vers qui a été découvert au XVIIIe siècle et qui nous explique comment le blason de la ville de Valence aurait été donné par ce roi Jacques Ier. Alors, je vous traduis. Alors le roi Jacques, notre père bien-aimé, a changé l'écu en posant comme devise les barres d'Aragon sur un pavois carré, comme le font les femmes, puisque cette cité a un nom féminin. Et de cette manière, sur un champ de gueules et couronné d'or, il les accorda avec la chauve-souris, donc le Ratpenat, ce qui veut dire le rat pendu en valencien, qui élevait dans sa tente ses fils sans peur, tant que durait le siège, comme vous le savez, Seigneur. Donc, vraisemblablement, cette version de la légende a été ensuite enjolivée et est devenue une tradition au XIXe et au XXe siècle, selon les versions que je vous ai contées. Donc, nous avons donc la réponse qui expliquerait la présence de cette chauve-souris au-dessus des armoiries de Valence. Alors, bien sûr que non, en fait. Pas du tout. Il s'avère en fait que les Trobes de Mossèn Febrer sont un faux vraisemblablement du XVIIIe siècle. Alors il y a encore débat aujourd'hui, mais il s'agit très clairement d'un faux et une analyse méticuleuse des sources le prouve.
Cette analyse méticuleuse des sources est la seule qui peut correspondre à un véritable travail d'héraldiste. Et en général, toutes ces légendes du 19e siècle s'avèrent en fait fausses. Donc, que ce soit en héraldique, mais aussi très souvent en histoire, avec des grands poncifs historiques qui datent du 19e siècle. Et je vous renvoie vers des ouvrages de référence là-dessus, notamment celui qui est sorti il y a peu, qui a été dirigé par l'influenceur Yann Toucourt sur YouTube. Mais bref, je ne suis pas sponsorisé du tout, hein, mais voilà, il faut le savoir, hein, beaucoup de légendes historiques et héraldiques ne résistent pas en fait à une analyse, à un travail historique. Pour ce qui est des armoiries de Valence, il existe un tel travail, un travail très sérieux qui a été communiqué en 1900. Alors c'est assez ancien, mais pour avoir lu le travail, je vous assure qu'il est de très bonne facture. Il s'agit donc d'une conférence au Collège de Valence de Vicente Vives Iriern qui traite de l'origine, qui recherche l'origine du ratpenat, qui est encore arboré aujourd'hui, qui était arboré à l'époque notamment. Lui, il part de cela en tout cas. Il part de la bandera, donc de la bannière de la ville, qui est hissée au moment des grandes fêtes annuelles de la ville de Valence. La plupart des villes espagnoles ont encore des fêtes importantes, donc liées à des saints patrons ou liées à des épisodes parfois à la Reconquista justement, qui sont des fêtes qui ont été créées au fur et à mesure à l'époque moderne et contemporaine. Et alors à son époque, ces armoiries n'étaient pas encore arborées par le club de foot de Valence, le Valencia CF, qui est créé seulement en 1919, mais c'est peut-être par là que cette chauve-souris, donc le murciélago en espagnol, est le plus connu. Et donc, Vicente Vives Iriern va se poser cette question de l'origine du ratpenat et va mener une recherche historique en analysant tous les types de sources à sa disposition, notamment au sein des archives de la ville de Valence, donc que ce soit des bons de paiement pour le remplacement d'édites bannières, mais aussi pour les sculptures des portes de la ville, que ce soit des œuvres littéraires, que ce soit les sources numismatiques, c'est-à-dire les monnaies, les pièces de monnaie, que ce soit les estampes d'imprimerie aussi, et enfin, et surtout, la sigillographie, c'est-à-dire la science des sceaux, donc j'en ai déjà parlé lors du dernier épisode. La plus ancienne mention du ratpenat associé à la bannière de la ville daterait, selon lui, de 1503. Donc on la retrouve dans une provision, c'est-à-dire un bon de paiement à des artisans pour la création d'une nouvelle bannière de la ville. Et cette nouvelle bannière, elle est hissée sur une hampe qui est surmontée d'un cimier et d'un, je cite, un ratpenat. Donc on n'est pas du tout assuré de la forme de ce ratpenat, on va y revenir. Et en outre, on retrouve donc dans une chronique du XVIIe siècle qui raconte un épisode du XVIe siècle que les troupes de Valence avancent sous un étendard au ratpenat, notamment en 1526, lorsque ces troupes vont aller essayer de mater la révolte des musulmans, donc des mudéjar, car il existait encore des musulmans au XVIe siècle en Espagne, qui se sont révoltés dans la Sierra d'Espadán, toute proche. Mais la première représentation, vraiment, on est sûr qu'il s'agit d'une chauve-souris qui est représentée, on la retrouve dans la sigillographie. Et cette étude de la sigillographie montre bien que les trobes de Mossèn Febrer sont un faux. En effet, premièrement, l'écu carré, ou l'écu en losange, en fait, hein, j'ai traduit par carré parce que le valencien disait quadra, mais c'est un écu en losange. Cet écu en losange, il n'apparaît sur les sceaux de la ville qu'en 1377, donc plus d'un siècle après la prise de la ville par Jacques Ier en 1238. Et il s'agit d'une décision du conseil de la ville qui décide donc que les armoiries qu'elle arborera sur les sceaux du conseil, seront donc dans un écu losangique timbré d'une ville sortant des eaux. Donc là, on a seulement la forme en losange qui est très connue des armoiries de Valence, qu'on retrouve encore actuellement. Mais pour ce qui est du timbre, il a vraisemblablement évolué. Et la première représentation d'une chauve-souris sur les sceaux du conseil de la ville date de sceaux
daté de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle. Donc on a un timbre avec une chauve-souris aux ailes étendues, donc le ratpenat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cette représentation, on la retrouve sur des sceaux qui étaient apposés sur des mandats d'un inventaire de la comptabilité. En tout cas, c'est ainsi que j'ai traduit le titre de ce document qui est Taulejería del Magnifique Racional. Et ce que l'on remarque, et ce que remarque Vives Iliern, c'est que ce sceau-là, cette représentation, cohabite avec un autre type de sceau qui est cette fois-ci timbré avec un cimier représentant un casque et un dragon de profil posé sur le casque. Et ce cimier-là, il est très connu, il est très ancien. Il s'agit du drac alat, en valencien, donc du dragon ailé, qui est un symbole qui était déjà arboré sur les sceaux de la ville depuis 1588, donc dès la fin du XVIe siècle, sur les sceaux des jurés de la ville qui payaient les dépenses du conseil de la cité. Mais le dragon! Et justement, ce dragon ailé, ce drac alat, il est beaucoup plus ancien que ces sceaux du XVIe siècle. En fait, il s'agit du cimier arboré par les rois d'Aragon, vraisemblablement depuis le roi Pierre IV d'Aragon, alors qui est aussi nommé Pierre II de Valence, car les Espagnols ne font rien simplement, et que les rois des différents royaumes sont en fait à la tête de plusieurs royaumes différents, et notamment le roi Pierre IV d'Aragon est à la tête des royaumes d'Aragon, mais aussi de Barcelone, de Valence, de Majorque, etc. Et du coup, ils portent des noms différents, car s'il s'agit du 4e roi à s'appeler Pierre pour le royaume d'Aragon, il s'agit seulement du 2e roi à s'appeler Pierre pour le royaume de Valence. Donc, fermons la parenthèse. En tout cas, ce Pierre IV d'Aragon commence à arborer ce cimier au drac alat sur ses sceaux, notamment sur un sceau daté d'entre 1343 et 1344, donc au XIVe siècle, après l'intégration du royaume de Majorque, justement, à sa sphère d'influence. Mais cela nous amène à une autre question, car c'est cela la recherche, ce n'est qu'une suite de questions, et chaque réponse n'ouvre la porte qu'à une nouvelle question, en vérité. Et cette question, c'est celle de l'origine de ce drac alat. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été faites. Une première, qui est proposée par Vives Iliern, qui n'y croit pas vraiment d'ailleurs, c'est que ce dragon est en fait une représentation du dragon qui est terrassé par Saint Georges. Donc vous connaissez très bien sans doute les représentations de Saint Georges terrassant le dragon, car Saint Georges est le saint patron du royaume d'Aragon. Mais on peut se poser la question de pourquoi prendre ce symbole diabolique, ce symbole qui représente le mal et qui est terrassé justement par Saint Georges, qui est un symbole d'ailleurs qui est très rare en héraldique au XIIIe et au XIVe siècle, comme le dit Michel Pastoureau, car c'est un symbole diabolique, c'est aussi un symbole qui est associé souvent dans les imaginaires aux musulmans. Personnellement, je penche beaucoup plus pour une autre hypothèse, qui est celle des armoiries parlantes. Donc ces armoiries parlantes, nous en parlerons dans le prochain épisode qui abordera les significations des armoiries en général. Ces armoiries parlantes, en fait, ce sont des armoiries qui font référence à un nom de famille ou à un nom de domaine. Et ici, la théorie, celle dont l'hypothèse me semble la plus probable, en tout cas, c'est que le dragon est en fait une référence au royaume d'Aragon. Et en fait, on peut voir très vite un lien entre dragon, dragon en espagnol moderne, et le royaume d'Aragon. Dragon, d'Aragon, ça coule de source. Alors, c'est une hypothèse qui est très intéressante, mais après l'avoir formulée, je me suis dit assez vite, j'ai eu une révélation, je me suis dit, mais en fait, Raphaël, tu fais une théorie digne d'un héraldiste du 19e, là, parce que tu fais cette théorie, mais tu ne te poses pas du tout la question de quelle langue était parlée, était comprise par Pierre IV d'Aragon, qui a vraisemblablement choisi ces armoiries parlantes, et comment les langues ont évolué. On ne peut pas être sûr, sans recherche préalable, que le dragon se disait déjà dragon en castillan, ni même que Pierre IV d'Aragon parlait le castillan et pas une autre langue médiévale comme l'aragonais ou le catalan.
Les recherches supplémentaires, finalement, penchent plutôt en faveur de cette hypothèse, mais il fallait les faire. Pierre IV d'Aragon est en fait un roi extrêmement érudit, qui a traduit de très nombreux textes d'une langue à une autre, qui a écrit lui-même ses propres chroniques, et qui parlait de très nombreuses langues. Il a été élevé dans une cour qui parlait majoritairement la langue aragonaise, qui est une langue qui va ensuite être peu à peu remplacée au XVe et XVIe siècle par le castillan, mais qui reste parlée encore aujourd'hui dans certaines vallées des Pyrénées. Mais il va aussi parler et traduire des textes en catalan, en castillan, et il traduit dans ces langues des textes en latin ou en français. Donc il comprend et maîtrise parfaitement aussi ces langues. Mais vient maintenant la question des évolutions de ces langues, car s'il y a jeu de mots, s'il y a armes parlantes, ce sont des armes parlantes par rapport à des formes médiévales de ces langues que sont le français, le catalan, le castillan ou l'aragonais. Et il faut donc se tourner vers des dictionnaires médiévaux ou des dictionnaires étymologiques. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé de dictionnaire d'aragonais médiéval, ce qui s'explique sans doute par la rareté de cette langue aujourd'hui. Mais dans certaines études sur les évolutions linguistiques de l'aragonais, on peut voir qu'il y a peu de variations. En tout cas, qu'il y a eu peu de variations à la fin du Moyen-Âge de cette langue, et en tout cas aucune qui aurait pu impacter apparemment le mot actuel pour dragon en aragonais, qui est dragon, le même qu'en castillan. Et justement pour le castillan médiéval et le moyen français n'ont pas enregistré de changement pour ce qui est de ce mot-ci. En moyen français, le mot dragon se prononçait vraisemblablement dragon, car le N était prononcé et le R était roulé. Et pour le castillan médiéval, de même, on retrouve dragon, donc le même terme qu'actuellement. Pour ce qui est du catalan, c'est assez intéressant. La forme actuelle du dragon, c'est drac, comme on l'a vu dans Drac Alat. Mais il semblerait qu'au XIIIe et au XIVe siècle cohabitent deux formes, une forme drac qui a donné donc la forme actuelle, mais aussi une forme drago que l'on retrouve dans au moins 2 textes. Donc ça reste assez intéressant. Et ces deux formes sont vraisemblablement plus directement issues que la forme dragon castillano-française du latin draco, qui était aussi, donc, je le disais, maîtrisé par Pierre IV d'Aragon. Tout ceci montre donc que rien ne nous interdit de formuler cette hypothèse des armoiries parlantes. Pierre IV, vraisemblablement, a pu entendre des mots signifiant dragon qui avaient cette forme de dragon ou des formes proches telles que drago en catalan médiéval, qui auraient pu donner, par jeu de mots, ce choix pour les armoiries parlantes entre dragon et d'Aragon. Bon, très bien. Maintenant, on a compris pourquoi Pierre IV avait peut-être pris un dragon comme emblème. Mais du coup, pourquoi Valence prend-elle une chauve-souris? Et pourquoi est-ce que j'ai fait tout ce détour bizarre par le dragon de Pierre IV d'Aragon? Eh bien, Vivet Silierne s'est lui aussi posé cette question, et il montre bien qu'il semble y avoir une assimilation dès le XVe siècle dans les textes. On va le voir, une assimilation donc entre le drac alat, le dragon ailé, et le rat penat, donc la chauve-souris, le rat pendu. Et il montre ça notamment en étudiant une des portes monumentales, une des portes fortifiées de Valence, qui est donc appelée la ville aux 1000 tours aussi du fait de son enceinte semée de tours. Et cette porte fortifiée, c'est la Torres de Cuarte, qui est construite au milieu du XVe siècle, entre 1441 et 1442, et qui arbore, à l'époque, 2 écus losangiques couronnés des armoiries de Valence, mais aussi un écu, selon la forme timbré penché, comme on l'a vu dans le précédent épisode, donc avec un écu penché vers la gauche, timbré d'un casque, d'un aume, sommé d'un dragon, d'un drac alat, le même que celui de Pierre IV d'Aragon. Or, dans les bons de paiement des sculpteurs qui ont travaillé sur cette porte, donc qui sont datés de 1448, il est indiqué que ces sculpteurs ont sculpté un rat penat et non pas un drac alat. On a donc vraisemblablement une assimilation. Le dragon est nommé chauve-souris, ou en tout cas rat penat. À la même époque, parce que ce n'est pas la seule source qui le montre, à la même époque est écrite une chronique par
Pedro Miguel Carbonell, qui est un chroniqueur des rois d'Aragon du XVe siècle, et qui va assister et décrire ensuite les funérailles du roi Jean II d'Aragon qui meurt en 1479. Et lors de ces funérailles, il raconte qu'il y a une procession dont font partie notamment des héros d'armes, donc des héros H-E-R-A-U-L-T, donc qui sont des gens qui portent et qui sont spécialistes des armoiries. Donc là, en l'occurrence, ils portent des bannières aux armoiries d'Aragon. Et ces héros d'armes auraient été suivis d'un cavalier qui portait un casque à cimier, un cimier arborant le ratpignat, donc un mot qui ressemble à ratpenat, dont Carbonell dit qu'il s'agit de l'emblème des rois d'Aragon. Donc, vraisemblablement, ce cavalier ne portait pas une chauve-souris sur son casque, mais bien un dragon ailé, un drac alat, qui est pourtant décrit comme un ratpenat, donc comme une chauve-souris. Donc, dès le XVe siècle, avant les sceaux que Vives Ilierne a identifiés, qui dataient du XVIe siècle, dès le XVe siècle, il semble y avoir une déformation, une assimilation entre le drac alat et le ratpenat, qui explique justement ces sceaux de la fin du XVIe siècle, qui donnent ensuite l'emblème actuel de la ville de Valence. Et c'est ce qui explique aussi que j'ai bien fait attention à ne pas prendre au pied de la lettre cette première source qui avait été mentionnée par Vives Ilierne, qui est ce bon de paiement pour la réalisation de la nouvelle bannière de Valence au début du XVIe siècle, qui mentionnait seulement un ratpenat, mais sans que l'on ait de représentation de cette bannière. Et c'est là qu'on voit qu'il faut faire très attention en histoire, parce qu'un mot peut désigner une réalité qui n'est pas la même que la nôtre aujourd'hui. Nous avons donc ici une démonstration magistrale de Vives Ilierne sur l'origine vraisemblable de la chauve-souris qui timbre les armoiries de la ville de Valence aujourd'hui. Donc qui n'est pas une origine diabolique, qui n'est vraisemblablement pas une origine liée à Jacques Ier d'Aragon, mais me vient encore une fois une autre question, qui est, mais pourquoi donc y a-t-il apparemment au XVe siècle cette assimilation entre un dragon et une chauve-souris? Est-ce que c'est une assimilation qui est courante au Moyen-Âge? Et malheureusement, malgré mes nombreuses recherches, je n'ai trouvé aucune réponse qui me convienne. Et encore une fois, c'est là une très belle démonstration du métier de chercheur en histoire et en héraldique, c'est que nous sommes des chercheurs, c'est-à-dire que l'on cherche, on recherche des réponses, mais ce n'est pas pour ça qu'on va les trouver, sinon nous serions des trouveurs et non pas des chercheurs. C'est ce que me disait mon directeur de mémoire en master à la Sorbonne. Je vais vous faire part tout de même des quelques résultats apportés par ces recherches, quand bien même elles me semblent assez légères. Premièrement, le dragon en héraldique, comme le dit très bien Michel Pastoureau, c'est l'animal le plus cosmopolite du bestiaire héraldique. C'est-à-dire qu'on peut le représenter de 1001 façons. Avec une tête de serpent ou une tête d'homme barbu, avec 2, 4 ou aucune patte du tout, avec des ailes de papillon, de chauve-souris ou d'oiseau, etc., etc. D'ailleurs, par exemple, je vais vous donner cette illustration, à la BNF est conservé un sceau du milieu du XIIe siècle qui appartenait à Raymond de Mondragon, qui, sur son sceau, ne portait pas un écu, on est encore au milieu du XIIe siècle, l'héraldique n'est pas encore tout à fait constituée, mais qui porte tout de même sur son sceau 2 dragons face à face, donc 2 dragons pour Mondragon, 2 dragons face à face qui portent des têtes d'hommes barbus, des pattes avec des serres de rapaces dont l'une tient la barbe, et une queue à tête de dragon, et qui sont ailées non pas d'ailes de chauve-souris, mais d'ailes à plumes, donc vraisemblablement des ailes d'oiseau. Et il semblerait que ce symbole soit resté ensuite dans la famille comme un symbole héraldique, puisque le grand armorial monumental réalisé par Richtap au XIXe siècle, qui recense en fait toutes les armoiries, ou la plupart des armoiries des familles d'Europe à l'époque, mais aussi du Moyen-Âge, ces armoiries disparues, montre bien qu'en fait, ce dragon monstrueux, à tête d'homme, à barbe, avec des serres, est conservé sur l'écu des Mondragons ensuite. Donc,
il n'y a pas vraiment de lien clair entre le dragon et la chauve-souris, puisque le dragon est un animal, comme je le disais, extrêmement cosmopolite. Alors certes, dans les premières descriptions que l'on conserve de dragons antiques, des descriptions qui sont faites par Hérodote au 5e siècle avant notre ère, ou par Mégasténès entre le 4e et le 3e siècle avant notre ère, où les dragons sont en fait des serpents à ailes de chauve-souris, qui rôdent en Arabie ou en Inde, selon l'auteur. À part ces quelques descriptions, en fait, il n'y a pas de vrai lien. À part que, justement, le dragon comme la chauve-souris, selon Michel Pastoureau, sont tous les deux des animaux qui, dans le bestiaire médiéval, sont associés au mal, donc au diable, mais sont aussi des animaux hybrides, ce qui fait notamment que la chauve-souris et parfois le dragon sont classés dans les bestiaires, et notamment dans les bestiaires héraldiques, à la suite des oiseaux, quand bien même l'un semble être un mélange entre un oiseau et un mammifère, et le dragon un mélange entre un reptile, un lézard et un oiseau, puisqu'il vole. Donc voilà, ce sont des animaux hybrides, maléfiques, mais finalement c'est le seul lien qu'on puisse faire de manière claire et surtout constante, systématique, entre le dragon et la chauve-souris. Enfin, à part cette question sans réponse, sur laquelle je vous laisse un petit peu comme ça, il faut quand même noter que dans cet épisode, nous avons pu répondre à cette question première qui est celle des origines de la chauve-souris qui timbre les armoiries de Valence. On a tout de même tordu le cou aussi à une légende héraldique qui fait encore beaucoup parler, c'est celle qu'on lit encore sur les réseaux, sur des pages Wikipédia, etc. Donc ici, en fait, il n'y a vraisemblablement aucun lien entre cette chauve-souris des armoiries de Valence et Jacques Ier. Alors, pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce que je pose toujours des questions alors qu'on a l'impression que j'aimerais finir avec des réponses ? Mais je pose cette dernière question. Pourquoi finalement se rattacher à Jacques Ier d'Aragon, alors même que, personnellement, Pierre IV d'Aragon me semble un roi tout à fait de bon ton, tout à fait de bonne aloi, auquel se raccrocher, un roi intellectuel comme ça. Donc, pourquoi se raccrocher à Jacques Ier d'Aragon ? Eh bien, en fait, c'est que à l'époque moderne, et au XIXe siècle aussi, de nombreuses chroniques historiques vont être écrites partout en Espagne qui vont glorifier la Reconquista et la geste des rois espagnols, enfin des rois des royaumes catholiques de la Reconquista. Donc ce passé glorieux qui va permettre aussi à chaque région de montrer son identité historique particulière. Et ici se rattacher à Jacques Ier et au siège de Valence pour les armoiries de Valence, et non pas à un simple roi d'Aragon qui n'a pas finalement plus de lien que cela avec la ville de Valence. C'est un roi du royaume d'Aragon dans son ensemble, alors que Jacques Ier, lui, il a reconquis Valence, il l'a redonné aux chrétiens dans l'esprit des historiens modernes. Ce que l'on remarque, c'est que cette Reconquista, elle va avoir finalement le rôle qu'ont les croisades en Terre Sainte ou encore la bataille de Bouvines en 1114 pour l'héraldique française. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de cette série introductive qui traitera de la signification des armoiries et dans laquelle on verra qu'il y a beaucoup de significations qui sont en fait créées a posteriori pour glorifier un passé souvent militaire, donc une bataille, une croisade, d'une famille ou d'une ville, comme ici pour Valence. Mais en attendant cet épisode, je vous souhaite un joyeux Halloween et à bientôt pour une nouvelle bouffée d'héraldique.